7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Alors aujourd'hui, dernière ligne avant le résultat des législatives. Quel bilan tirez-vous, Arthur de Vatrigan ? Alors, on a appris plein de trucs. C'était même la semaine des révélations, du moins pour ceux qui croyaient encore en la démocratie. Alors, je vous rassure, je vous parle pas des bibelots de Brigitte, ça c'est secret défense. Mais il recommence. Mais fait, bah oui, parce que fait et document, j'ai vu, et sur le coup. Hein, ils s'apprêtent à sortir un truc. Il paraît même que Borowski est planqué dans la gogue de Jean-Michel. Il est prêt à dégainer l'argentique, caché derrière la cuvette. Attention, ça va être du scoop. Bon, alors je reviens sur un truc qui est vachement moins intéressant, ce qui va se passer ce week-end. Alors, premièrement, on a appris déjà que les artistes se souciaient bien plus de leur pognon que de leur liberté. Donc le réalisme socialiste a encore de beaux jours devant lui. On a découvert qu'un soviet était social-démocrate, ça c'est Bruno Le Maire et Xavier Bertrand qui l'ont dit. On a appris qu'être antisémite n'était pas un défaut si vous étiez de gauche. C'est con, si on avait su plus tôt, on aurait continué à l'être et Dreyfus serait encore coupable. On sait maintenant qu'on peut beugler en faisant rimer pute et rut si on est rappeur, selon Marine Tondelier, parce que je la cite, c'est les codes du rap, c'est la culture rap. Donc dans 2 jours, Madame Setelem va nous expliquer qu'on peut lapider les gonzesses et tronçonner les mécréants parce que ce sont les codes de l'islam. On a aussi appris qu'être poursuivi pour apologie du terrorisme comme Poutou, c'est pas si grave. C'est comme tabasser un petit juif au nom de la lutte antifasciste, les hobbies de Raphaël Arnaud, de Rima Hassan. C'est possible. La seule condition, c'est si vous faites barrage à l'extrême droite. Et au final, on a appris qu'il y avait 2 types de personnes qui osaient tout, les cons et les obsédés du barrage. C'est quand même vachement pratique d'être de gauche, finalement. Ça donne même presque envie de l'être d'ailleurs. Franchement, Maud, entre nous, vous n'avez pas envie d'incarner le bien, le vrai, le beau, d'avoir cette aisance de ballerine russe à se compromettre sans jamais salir votre slip kangourou? Moi, ça me tente bien, quoi. Je suis sûr que même Bouclet pourrait rendre le lap dance sexy s'il était de gauche. Vous êtes insupportable. Alors votre nouveau numéro est justement consacré à ce qui va se passer dès dimanche soir. Alors Madame Soleil, quelles sont vos prédilections ? Alors, concernant les votes, donc on va savoir dimanche si le peuple a fait ses sessions avec ses élites. Ce sera intéressant. Mais de toute façon, quel que soit le résultat, Macron va rester aux manettes. Je vous explique. Ouais. S'il y a une majorité relative, le bloc central s'offre un sursis. Et la France va des mois de galère supplémentaires. Car qui dit majorité relative dit que le gouvernement reste au pouvoir à condition que ses opposants ne puissent s'allier et le faire chuter par le vote d'une motion de censure. Alors dans cette hypothèse, on pourrait donc imaginer la mise en place de ce qui se présenterait comme un gouvernement technicien. Et donc on a déjà compris comment il allait fonctionner. On va vivre en permanence sous la menace déjà lancée par le maire de voir la France mise sous la tutelle d'une troïka composée du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission de l'UE au motif de l'état de nos finances. Alors pour l'éviter, le nouveau gouvernement n'aura qu'un seul moyen, imposer des mesures d'austérité comme celles qui ont mis à bas la Grèce dans les années 2010, ruinant un peu plus les classes moyennes car il n'est pas question de toucher au tonneau des Danaïdes de certaines dépenses. En traduction, ceux qui nous ont mis en position d'être sous tutelle en creusant le déficit depuis des décennies, en dépeçant notre industrie et en se montrant incapables de juguler l'immigration, vont prendre le pouvoir pour éviter la mise sous tutelle. C'est super. Alors, si le nouveau gouvernement saute à cause d'une motion de censure, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, ça va être drôle, car il ne sera pas possible de faire une nouvelle dissolution, comme vous le savez, donc la Chambre est ingouvernable. Et donc Macron va pouvoir essayer une nouvelle pièce de son joujou, l'article 16. Le président, peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances, autrement dit par la crise que le pays est en train de traverser, mais il est bien entendu que lui seul apprécie quelles sont ces mesures exigées par les circonstances, même s'il doit consulter le Conseil constitutionnel sur le contenu des dites mesures. Et pour la durée, c'est indéterminé, parce que même si dans la révision de 2008 a été ajouté un petit alinéa afin d'éviter une prolongation injustifiée après 30 jours d'exercice, le Conseil constitutionnel peut être suivi par les présidents des 2 assemblées, le Sénat et le Parlement, pour examiner si les conditions sont toujours remplies, et après 60 jours, même s'il n'a pas été saisi, il procède de plein droit à cet examen. Mais dans les 2 cas, il se prononce par un avis public. Mais là, ce qui est marrant, c'est que même si cet avis est négatif, vu les circonstances et l'orientation actuelle du Conseil constitutionnel, ça paraît quand même peu probable, mais disons, il émet un avis négatif, ça conduit pas à interrompre la mise en œuvre de l'article 16, parce que ça dépend entièrement de la décision présidentielle. Ce qui veut dire concrètement que le président Macron peut, le cas échéant, prolonger la mise en œuvre de l'article 16 au nom de la défense républicaine jusqu'au 10 juin 25, date à laquelle il pourra à nouveau dissoudre et espérer une nouvelle fois avoir une nouvelle majorité. Et si le bloc national obtient une majorité absolue ?
Alors même appuyé sur une majorité absolue, Bardella devra faire face à toute une série de blocages politiques et juridiques extrêmement efficaces qui vont entraver largement son action. Alors on n'a pas entendu parler, les juges, la rue, l'administration, l'international, tout ça. Mais le tout premier bloqueur, c'est le président. Car on cause démocratie toute la journée, mais il faut pas oublier que nous sommes dans une monarchie républicaine, c'est-à-dire que toute notre constitution est écrite pour filer un max de pouvoir au président. Alors concrètement, Macron ne pourra pas gouverner, mais peut empêcher le Parlement, pourtant élu souverainement, de gouverner. Car la première cause de blocage la plus importante n'est autre que lui-même. Parce que depuis la naissance de la cinquième, le président, c'est l'élément incontournable, dominant de cette monarchie instaurée par le général de Gaulle. Merci. Par exemple, outre un certain nombre de pouvoirs propres qu'il exerce librement, sans le consentement du Premier ministre, le référendum, la dissolution, les pouvoirs de crise, le droit de message, outre certaines compétences essentielles en matière diplomatique, militaire, internationales, européennes, outre des pouvoirs déterminants en matière de nomination aux postes les plus élevés, la Constitution offre au président un droit de veto absolu sur l'ordre du jour du Conseil des ministres et sur l'ensemble des textes qui y sont adaptés, décrets, ordonnances et même projets de loi. Donc, en fait, à peu près tout est fait pour qu'il puisse bloquer tel un vieux punk à caniche de Nanterre. Et c'est ce qui va se passer. Ah bah écoutez, donc j'invite nos auditeurs évidemment à se procurer votre dernier numéro de l'incorrect, crise politique et maintenant on fait quoi? Les experts répondent. Ça y est, on peut l'acheter. Eh En ouais, depuis ce kiosque. matin. Ah bah c'est Allez. génial. Enfin, c'est Oh oui. génial. Le sens du timing. Mais oui, mais bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que même après dimanche, ils seront encore d'actualité. Incroyable. Bah oui, évidemment. Oui. Incroyable. On a beaucoup parlé du Front républicain là depuis quelques jours, de cette mobilisation des artistes, des politiques, de ces alliances complètement lunaires, loufoques entre LR et le Nouveau Front populaire, entre les macronistes et le Nouveau Front populaire, déclaration Strauss-Kahn. Enfin bref, on a vraiment ratissé. Oui. Est-ce que vous pensez que ce Front républicain va réellement être efficace, que ça va vraiment se concrétiser dans les urnes dimanche? Je sais pas. J'attends avec impatience. Non, mais honnêtement, c'est J'aime beaucoup compliqué. vos analyses, vous êtes un expert. J'ai l'impression de revivre. Vous avez pas connu, vous étiez trop jeune, et j'étais très vieux, mais moins vieux que Richard de Sèze quand même, qui lui a connu Giscard. J'ai l'impression de revivre 2005, le référendum. À l'époque, référendum de 2005, tout le monde faisait un barrage au non. Donc c'était même plus la promotion du oui, c'était ceux qui votent non sont des fascistes, des ringards, tout ça. Et il y avait tout le monde, c'est-à-dire toute la presse, toutes les unes de presse, tous les artistes, toutes les grandes instances, tout ça. On était vraiment dedans, quoi. Alors, ce qui est compliqué, c'est que sur un référendum comme sur une élection, on peut faire des sondages. Des sondages sur une législative, si on veut avoir des sondages justes, il faudra faire un sondage circo par circo, ce qu'on ne fait pas. Donc ce qui est compliqué, c'est que les sondages sur les législatives sont pas forcément précis, pas forcément justes à chaque fois. Je rappelle qu'en 2022, les derniers sondages du vendredi annonçaient 30 députés au RN qui ont fini à 88. Donc voilà. Mais moi j'ai l'impression de revivre exactement en 2005. Donc la question c'est, on sait que depuis Christopher Lasch que les élites ont trahi le peuple. La question, c'est est-ce que le peuple va faire sécession avec ses élites ce dimanche? Et de toute façon, si ce dimanche, disons qu'ils ont une majorité, le bloc national a une majorité relative, on va juste repousser l'échéance jusqu'à 2027. Et plus le bloc central ou les gauchistes s'achètent quelques années de survie, plus ça renforcera la légitimité du bloc national, parce que là, on a quand même assisté à des trucs exceptionnels, quoi. Quand on a Xavier Bertrand ou Édouard Philippe qui appellent à voter communiste, ça, dans 2 ans, le ressort, on va tout ressortir, tous les dossiers. Là, le chant du cygne, c'est vraiment un chant d'alcoolique et de clochard à 2 heures du mat, quoi. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est inaudible et surtout, on ne veut pas le réécouter ensuite. Donc, ça va être assez intéressant. Donc, pour répondre à votre question, parce que j'ai pas répondu, j'en ai aucune idée parce que les sondages sont imprécis sur une législative. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera que repoussé de 3 ans, ce qui se passera. Mais quoi qu'il arrive, en fait, quel que soit le résultat, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sera ingouvernable. Enfin, c'est finalement votre conclusion, non? De toute façon, en fait, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas le choix entre une majorité relative et autre chose, une majorité absolue et autre chose. On a le choix entre le bloc national et Macron. Ouais. C'est juste ça l'arrêté. La cinquième donne tous les pouvoirs à Emmanuel Macron. Même dans majorité absolue. Ouais. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une majorité absolue, le bloc national, s'ils réussissent leur com, s'ils sont suffisamment malins, vont pouvoir montrer aux Français qu'un Parlement, finalement, est juste en soutien du président.
que le Conseil constitue, que le gouvernement des juges, tout ça, a beaucoup plus d'importance que le Parlement. Donc ça permettrait en 2027 de faire un programme politique qui pourrait remettre en question pas mal de choses. Pourquoi pas par référendum, pourquoi pas par dissolution d'instance, voilà. Mais ça permettrait de remettre plein de choses en question, ce qui serait pas inintéressant. Et le choix, c'est Macron ou le Bloc national. Il y a autre chose qui entre en compte et qu'on ne peut pas encore calculer, anticiper, c'est le taux de participation des électeurs. Parce que premier tour, 70% quasiment, c'était énorme. Je ne sais plus combien de points d'ailleurs de plus qu'en 2022. 18 points, non, quelque chose comme ça. On était presque à 20 points. 20 points, ouais. On était presque à 20 points. Là, alors c'est difficile parce que c'est encore une fois, on ne peut pas se projeter, mais vous pensez que les Français sont toujours aussi concernés, qu'ils vont se remobiliser massivement ou pas? Je pense que plus l'abstention sera forte et plus elle sera favorable au Bloc national. Que ceux qui vont s'abstenir, ça sera ceux qui ne veulent pas, qui feront l'INI en fait, qui ne vont pas voter entre le RN ou LFI. Donc a priori l'abstention serait plus élevée d'après les sondages, mais encore une fois les sondages sont en natio et pas en circo, donc ça veut pas dire grand chose. Serait plus élevée qu'au premier tour. Mais pour ceux qui souhaitent que le Bloc national gagne, il faut espérer une abstention plus forte et donc un taux de participation moins élevé. Ouais, d'accord. Ça va être intéressant. C'est quand même assez presque historique comme situation. Écoutez, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre dernier numéro de l'Incorrect, Crise politique et maintenant on fait quoi, qui, vous l'avez dit, sera toujours d'actualité après le 7 juillet, ça tombe bien. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin et on ne se revoit pas la semaine prochaine. Bah non, on n'est pas là. Nous, on part à Rome avec... mais on part pas en vacances, on part avec nos lecteurs à Rome. Bah voilà, on s'est dit, en fait, soit le fascisme arrive en France, et nous, on va regarder depuis notre rooftop romain la France flambée, soit le fascisme n'arrive pas en France, on va aller en Italie à la rencontre du fascisme. Quoi qu'il arrive, nous sommes gagnants. Tout en nuances. Voilà. Génial. Merci Arthur de Vatrigan. Écoutez, bonne semaine à Rome, et puis bonnes vacances. Et à l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. Vous aussi. Vous arrêtez quand? Le 12. Vous quittez vos auditeurs quand? Le 12? Bah ouais, vendredi prochain. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les auditeurs de Radio Courtoisie, après? Bah, ils iront sur France Inter. Ah bah ça, c'est sympa. Ah, c'est cool, on est... Barrez-vous, auditeurs de Radio Courtoisie, ne filez plus une thune à boucler. Allez sur l'Incorrect, c'est beaucoup plus réac. Mais non, vous abandonnera jamais. Ce sera encore mieux à la rentrée, vous allez voir. Merci Arthur de Vatrigan. Au revoir, Maud. Au revoir.